La nouvelle est tombée avec 24 heures d'avance. François Fillon a été mis en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Lors de son audition ce mardi, le candidat des Républicains a refusé de répondre au juge d'instruction qu'il avait convoqué. Les élections législatives aux Pays-Bas, 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le dernier débat télévisé a vu les principaux candidats s'affronter ce mardi. Deux hommes font toujours figure de favoris, le Premier ministre actuel Mark Rutte et son rival populiste Geert Wilders. Et puis nous prendrons la direction de New York, toujours en état d'urgence. La ville a été frappée par la tempête Stella, à l'image d'une bonne partie du nord-est américain. Des écoles ont dû être fermées, des vols annulés. Un blizzard néanmoins moins violent que prévu. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. François Fillon a donc été mis en examen ce mardi dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a été convoqué dans le bureau des juges d'instruction, mais il a refusé de leur répondre. Dans une déclaration, il a néanmoins réaffirmé que l'emploi de son épouse Pénélope n'était pas fictif. Une mise en examen qui marque un tournant majeur dans cette course à l'Élysée. Arnaud Comte. François Fillon vient d'être mis en examen. Il est 14 h. L'information n'est pas encore connue lorsque le candidat de la droite arrive à la Fédération nationale des chasseurs. Lui seul est au courant. Il ironise alors sur sa situation. Parler à la chasse française, à la ruralité française. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Initialement convoqué demain chez le juge, François Fillon, via ses avocats, a demandé à faire avancer la rencontre, qui a finalement eu lieu ce matin dans le plus grand secret. Dans le bureau des magistrats, François Fillon ne répond pas aux questions, se contente de lire un communiqué avant de se voir notifier ses 3 chefs de mise en examen. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abord. Cela concerne les soupçons d'emploi fictif liés à l'embauche de sa femme Pénélope en tant qu'attachée parlementaire. Deuxième chef, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Dans le viseur de la justice, cette fois, les doutes sur le travail réalisé par Pénélope Fillon pour la revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladré de la Charrière, ami du couple Fillon. Enfin, mise en examen aussi pour manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cela concerne un prêt de 50 000 € de Marc Ladré de la Charrière que François Fillon dit avoir omis d'inscrire dans sa déclaration. Mise en examen donc, mais toujours candidat. J'ai dit que si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat, mais à condition que les conditions de cette mise en examen soient normales, que ce soit les mêmes pour tout le monde. Je ne vais pas déférer aux ordres de ceux qui instrumentalisent la justice en renonçant à ma candidature. Dans le camp de François Fillon, dès l'annonce de sa mise en examen, la droite évoque un non-événement. C'est une histoire écrite d'avance. On le sait, voilà, on continue et on fait campagne. Ce que je voudrais, c'est que dans cette campagne, qui est en train de devenir une campagne pourrie, qui écœure tout le monde, on puisse remettre les vrais sujets, qui vont être les sujets pendant 5 ans des Français sur la table. Que la justice fasse son travail, mais que nous, on parle des vraies questions. De son côté, la gauche déplore l'attitude de François Fillon. Il abîme la parole politique et il abîme la nécessaire exemplarité. C'est monsieur et alors, face aux reproches qui lui sont faits, qui adresse un formidable bras d'honneur à tous les Français en niant l'évidence. Ce matin, le journal Le Parisien révélait un nouvel élément du dossier. Les 2 enfants de François Fillon, Marie et Charles, ont reversé une partie de leur salaire d'attaché parlementaire à leurs parents. Des remboursements qui intéressent aussi la justice. Nicolas Dupont-Aignan, lui, n'arrive toujours pas à décoller dans les sondages. Peu importe, le candidat de Debout la France continue tant bien que mal sa campagne sur le terrain. Il multiplie les rencontres pour expliquer son programme. Sécurité, emploi, laïcité, avec toujours le même mot d'ordre, le patriotisme républicain. Manuel Tissier. Nicolas Dupont-Aignan remonte en scène. 5 ans après sa première candidature, il retrouve l'ivresse des tribunes et revendique son ancrage à droite. Allez, qui la veut? Je m'arrête là. Je pense que seul un patriote républicain, social, sérieux, peut gagner face au système. À 25 km de Paris, hier, 30 000 habitants. Le fief de Nicolas Dupont-Aignan, député et maire réélu 3 fois au premier tour. Au cœur de son projet présidentiel, le développement des PME. Sécurité, fermeture des frontières, mais aussi baisse des charges et maintien des services publics
le candidat Dupont-Aignan s'inspire dans des programmes très variés. Votre programme, c'est pas un macaron avec un peu de Mélenchon, un peu de Le Pen dedans? Et alors? Si on évite les excès des deux, et qu'on prend... Mais c'est quoi un beau patriotisme républicain? Un beau patriotisme républicain, c'est le meilleur de la République et le meilleur de la nation. Depuis son bureau, le maire a déjà construit son gouvernement virtuel avec des personnalités surprenantes. Ouais. Alors, dites-moi un peu. Natacha Polony, parce que c'est une femme bien. Ramayad, parce qu'elle avait été courageuse à une époque. Irène Frachon, il paraît qu'elle n'est pas de droite. Je ne sais pas si elle veut, mais parce qu'elle a dénoncé le Mediator. Moi, je veux des gens courageux. Est-ce que c'est pas tout de même de l'affichage, du marketing? Non, c'est pas de l'affichage. Non, c'est d'expliquer aux Français qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les politiciens professionnels les plus abîmés, les plus usés depuis tant d'années. Parmi les élus de la région, ce gouvernement atypique fait sourire. Je le trouve absolument pas crédible. Ses propositions sont fantaisistes. Sa proposition de gouvernement ressemble plus à un casting de télé-réalité que... Il n'y a pas de cohérence du projet. Non, j'y crois absolument pas. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan avait réuni moins de 2% des voix. La Cour de justice européenne a tranché. Il est désormais possible pour un employeur d'interdire sous certaines conditions le port de signes religieux en entreprise. Une décision symbolique, mais qui ne devrait pas bouleverser le droit français. Anne Guéry. C'est une décision qui émane de la plus haute instance judiciaire européenne et qui fixe le cap. Une règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophe ou religieux ne constitue pas une discrimination directe. Autrement dit, une entreprise peut interdire tout signe religieux dans son règlement intérieur. Pour les représentants du patronat et des PME, cela peut apaiser les conflits. Si demain ou dès aujourd'hui un employeur se sert de son règlement intérieur pour éviter tout signe ostentatoire ou en tout cas de prosélytisme au sein de son entreprise, eh bien, il a un moyen tout à fait factuel pour faire en sorte que les choses se passent bien et qu'il reste finalement, avec ses représentants du personnel, le patron chez lui. Une décision qui a ses limites. La Cour de justice européenne a dû trancher un conflit né dans cette entreprise. Micropole, qui fait du conseil informatique, engage Asma B en qualité d'ingénieur d'études en juillet 2008. À cette date, elle porte un foulard islamique et cela ne semble pas poser de problème. Mais finalement, après la plainte d'un client, Micropole va licencier la salariée car elle refuse d'enlever son voile. Dans ce cas, il y a discrimination, estime la Cour européenne de justice, car l'entreprise n'avait pas rédigé de règlement intérieur sur la neutralité. Un règlement qui peut restreindre les signes religieux, mais en s'appuyant sur des critères objectifs. Des raisons de sécurité ou d'hygiène, le refus du prosélytisme ou des entraves au fonctionnement de l'entreprise et aux intérêts économiques. Un arrêt satisfaisant pour le représentant de la CFDT. Elle précise les cas, et puis, mais elle ne change pas fondamentalement l'esprit qui prévaut à ces éventuelles interdictions. Pas de révolution dans cette décision, mais la confirmation de la jurisprudence française. Le bras de fer se durcit entre la Turquie et certains pays de l'Union européenne. Ces dernières heures, Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois pris à partie Berlin et La Haye. Une colère provoquée, vous le savez, par l'annulation de plusieurs meetings électoraux en faveur du référendum du président turc. Des critiques qualifiées d'inacceptables par le Premier ministre néerlandais. Les Pays-Bas, justement, 13 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes ce mercredi pour des élections législatives très attendues dans le pays et en Europe. Le dernier débat télévisé réunissant les principaux candidats a eu lieu ce mardi soir. Dans les sondages, ils sont toujours deux au coude à coude pour l'emporter. D'un côté, Mark Rutte, l'actuel Premier ministre. De l'autre, son rival populiste, Geert Wilders, plus que jamais aux portes du pouvoir. À la rencontre de ses sympathisants, Geert Wilders se prête volontiers au jeu des photos. L'élu populiste peut avoir le sourire, même si son parti n'est pas en tête des intentions de vote. Ces thèmes ont dominé la campagne, en particulier la question identitaire. Peu importe que son parti arrive en 2e, 3e, 4e ou 5e position, il a réussi à imposer les thèmes les plus importants, que sont l'islam, l'intégration et l'immigration. De nombreux Néerlandais se disent inquiets pour l'avenir de leur pays, qui affiche pourtant une bonne santé économique avec un chômage autour des 5%.
Mes recherches ont montré qu'une partie de la population est assez pessimiste quant à son avenir économique. 30 à 35% des Néerlandais avec un faible niveau d'éducation sont en faveur d'un parti comme celui de Geert Wilders. Geert Wilders qui espère aussi compter sur la crise diplomatique avec la Turquie. Quant au Premier ministre Mark Rutte, il s'est illustré en haussant le ton contre Ankara. Je pense que ça va booster le PVV. Ça va jouer en faveur de Geert Wilders car la Turquie n'a pas une bonne image en ce moment. Et ça va influencer les choses. Je crois que notre Premier ministre a fait du bon boulot au bon moment dans ces élections. Je pense donc que les chances qu'il soit choisi mercredi sont plus importantes que la semaine dernière. Si 28 formations politiques sont en lice, ces législatives se résument à un duel entre le parti libéral VVD du Premier ministre et le PVV de l'élu populiste. Des élections considérées comme un baromètre de la montée de l'extrême droite en Europe, où des scrutins importants sont prévus dans les mois qui viennent, en France puis en Allemagne. Depuis le feu vert du Parlement, Theresa May a désormais les mains libres pour envoyer sa lettre de divorce à l'Union européenne. La première ministre britannique a annoncé ce mardi qu'elle allait bien déclencher le Brexit dans les prochains jours, mais sans donner de date précise. La reine devrait-elle bientôt donner son accord au déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union ? La Syrie est devenue une chambre de torture, déclaration alarmiste du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, alors que le conflit entre dans sa 7e année. Les Nations Unies sont particulièrement préoccupées par le sort des milliers de civils syriens chassés de chez eux par les combats. Kim Vodin. La guerre en Syrie entre dans sa 7e année et la situation est toujours aussi déplorable. Le pays tout entier est devenu une salle de torture, un lieu d'horreur sauvage et d'injustice absolue. Alors que le conflit entre dans sa 7e année, c'est le pire désastre fait par l'homme que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le haut-commissaire a pointé du doigt les dizaines de milliers de détenus incarcérés pour la plupart dans les prisons du régime. Il a évoqué les atrocités commises par le groupe État islamique sur la communauté yézidi, mais aussi le sort des enfants. Lundi, un rapport de l'UNICEF annonçait que 2016 avait été la pire année pour les enfants syriens. 652 enfants tués, 255 à l'intérieur ou près d'une école, 338 lors d'attaques d'hôpitaux. En cause, les bombardements du régime syrien. Le haut-commissaire lui reproche d'avoir attaqué et mené une guerre contre son propre peuple. Une responsabilité qui, pour l'ONU, incombe aussi à la Russie. Les vétos ont maintes fois repoussé l'espoir de mettre fin à ce carnage insensé et ont empêché de renvoyer la situation en Syrie devant la Cour pénale internationale. La délégation syrienne absente de la réunion à Genève a de son côté démenti tout recours systématique à la torture. L'émissaire de la Russie a, lui, estimé que cette réunion n'était qu'une perte de temps. Selon l'OSDH, depuis 2011, le conflit syrien a fait 320 000 morts et plus de 150 000 disparus. Près de 5 millions de personnes ont dû fuir leur pays. Des écoles fermées, des dizaines de vols annulés, des vents soufflant jusqu'à 90 km/h. La tempête Stella a frappé le nord-est des États-Unis. New York n'a pas été épargné, même si le blizzard a été moins violent que prévu. Charles Sidbon. Pas la peine de sortir les pédalos. Aujourd'hui, personne ne les louera. Sur la côte est des États-Unis, on attend jusqu'à 60 cm de neige dans les prochaines heures. Dans le New Jersey, une partie du Connecticut, en Philadelphie ou encore ici à New York, on se prépare à la tempête. Les New-Yorkais doivent rester à l'écart des routes. C'est très important pour votre propre sécurité à cause des températures glaciales, de la très forte accumulation de neige en une courte période et du vent. Restez chez vous, pour votre propre bien, pour votre propre sécurité, mais aussi pour aider les équipes spécialisées à dégager les routes. 1600 chasse-neige doivent se déployer dans la ville, ainsi que près de 700 engins de salage. Les habitants de la région sont habitués à ce genre de tempête. De nombreux New-Yorkais ont voulu prendre leurs précautions. On a pris pas mal de nourriture car on risque d'être coincé pendant 2 jours. On voulait être sûr d'avoir à manger. On n'en fait pas trop, on fait juste des réserves de nourriture.
Pas vrai? Vous voyez. 2300 vols à destination ou au départ de New York ont été annulés. D'autres aéroports sont touchés à Chicago, Boston et même à Washington, où la chancelière allemande a été contrainte de repousser sa visite à la Maison-Blanche. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau journal. À tout à l'heure.